Revenons à la géobiologie et à sa première utilisation, la détection de l'eau. De tout temps, l'être humain a eu besoin d'eau pour vivre. Et quand il était loin des rivières ou des fleuves pas encore pollués, eh bien, la seule solution, c'était de creuser un trou pour trouver de l'eau. Sachez qu'en 2022, ont été découverts des puits datant de 7500 ans avant Jésus-Christ. Ils ont pu être datés parce que dedans existaient des fondations en bois et le bois a pu être daté avec, je crois, la détection par luminothérapie, luminescence. En Israël, 6500 ans avant Jésus-Christ, 4 mètres de profondeur. À Chypre, 7500, 6 mètres de profondeur, mais d'autres puits ont été trouvés en République tchèque, aussi 5000 ans avant Jésus-Christ. Imaginez des êtres humains à cette époque décidant de creuser aléatoirement pour trouver de l'eau. C'est la folie. L'énergie est tellement importante, on est dans un monde à cette époque quand même plus en termes de survie qu'en termes de confort. Donc on fait attention à garder suffisamment d'énergie pour fuir s'il y a un ennemi ou combattre, etc. Donc on ne creuse pas en se disant peut-être je vais trouver de l'eau à cet endroit-là. Et je vous montre ici un nom là-haut, l'empereur Yu. L'empereur Yu en Chine est la preuve irréfutable que la géobiologie, enfin le sourcier, existait à cette époque. 2200 ans avant Jésus-Christ. L'empereur Yu nous offre cette partie de son histoire, ce petit, je crois que c'est en bois, si je me souviens bien. On représente donc l'empereur Yu avec un instrument et tout autour, il est écrit, il y a des hiéroglyphes, il est écrit que l'empereur Yu est connu pour sa capacité à détecter les sources, mais aussi à retrouver les objets perdus. Dans le milieu spirituel, vous aurez souvent des personnes qui vont vous dire que ce que l'empereur a dans la main, c'est la première représentation de la baguette. Non, en fait, c'est tout simplement un outil agricole, car l'empereur Yu a été le premier à fédérer les clans en Chine autour de l'agriculture et il était en effet très bon dans cette capacité à fédérer, à regrouper et a pu créer des terres prospères. Donc on le représente avec cet outil agricole. Mais là, nous avons quand même la preuve que moins de 2200 ans avant Jésus-Christ, ça existait déjà, cette capacité de découvrir de l'eau et des objets perdus. Revenons encore un petit peu plus près de nous avec cet homme qui est George Agricola, dit Agricolae, qui est très connu dans le milieu de la métallurgie, dans la géologie aussi, car cet homme qui a vécu au XVIe siècle a écrit 12 volumes qu'on appelle le De Re Metallica, qui est encore utilisé par les professeurs et les élèves qui découvrent la minéralogie. Et cet homme, explique parfaitement bien le maniement de la baguette pour découvrir les minéraux. La baguette à cette époque-là, elle avait un autre nom qu'on appelle la furcelle. Cette furcelle provient d'une région en Allemagne qui est la Bohême.
Et personnellement, là on a voilà, une illustration de l'utilisation de la baguette. Je pense personnellement qu'en fait, il est probable que tout provienne de l'Asie. Donc la création de la baguette en tant qu'outil de détection, c'est sûrement en Asie. Elle s'est déplacée petit à petit vers l'Europe de l'Est pour arriver en Europe de l'Ouest et coloniser tout le bassin méditerranéen. Je vous propose de comprendre quelle est l'interrelation entre cette capacité de sentir et le système Terre dans la prochaine vidéo. Donc revenons à la formation. On a vu auparavant que le sourcier avait une importance capitale pour la survie de l'espèce humaine depuis 10 000 ans. Le sourcier a été au centre des villages, un peu comme un chaman, comme un personnage extrêmement important pour la survie. Mais à d'autres époques, le sourcier a été considéré comme un sorcier. Il n'a pas eu la vie si belle et glorieuse qu'il aurait dû ou qu'il aurait pu avoir. On racontera quelques histoires, quelques péripéties de ces manières, de ces utilisateurs de Furcell. Donc revenons au système Terre. Donc la Terre est composée de plusieurs strates et ce qui m'intéresse surtout dans cette petite vidéo, c'est de voir à quel point on évolue scientifiquement entre 2014 ou même il y a 100 ans, où on considérait pardon, pas 100 ans, il y a 400 ans où on considérait que la Terre était le centre de l'univers, ou même la Terre plate par exemple. Donc on évolue dans nos connaissances, rien n'est acquis et surtout rien n'est figé. Par exemple, concernant la Terre, on a toujours considéré qu'il y avait un noyau dur et un noyau solide au centre, et que c'est en tournant à des vitesses différentes qu'il y a création d'un champ électromagnétique tout autour de la Terre. Les vidéos en géobiologie, c'est super, c'est intéressant, théorique. Pour autant, jamais on apprendra la géobiologie dans les livres ou dans les vidéos. C'est pour ça que j'ai créé une formation hyper pratique. Venez cliquer sur le lien ci-dessous, vous aurez tout le programme, vous aurez le bulletin d'inscription et vous connaîtrez ce qu'est la géobiologie du Verseau, une nouvelle géobiologie révolutionnaire. Donc on évolue dans nos connaissances, rien n'est acquis et surtout rien n'est figé. Par exemple, concernant la Terre, on a toujours considéré qu'il y avait un noyau dur et un noyau solide au centre, et que c'est en tournant à des vitesses différentes qu'il y a création d'un champ électromagnétique tout autour de la Terre. Eh bien là, en 2024, peut-être même 2023, il a été découvert une densité différente au centre du noyau, du premier noyau, différente. Si elle est différente, ça veut dire qu'elle n'est peut-être pas solide. Et il y a eu, chez certains scientifiques, l'hypothèse que le centre de la Terre avait un trou noir. On appelle ça la graine ou l'amande. On ne le sait pas encore aujourd'hui, mais en tout cas, il y a encore 10 ans, on disait la Terre est constituée de cette façon, un noyau solide, un autre liquide qui tourne pas dans le même sens, qui tourne dans le même sens, pas à la même vitesse, et qui crée un champ électromagnétique, point barre, circulé, il n'y a rien à voir. Et là, aujourd'hui, les scientifiques qui avaient mis en avant que peut-être il y avait autre chose, eh bien, on va commencer à leur donner raison. Donc, voilà.
tout est en mouvement. Ne restons surtout pas figés, je le répète, parce que la géobiologie, eh bien, malheureusement, est sujette à cette règle limitante, c'est que nos géobiologues du XXe siècle se sont figés dans leurs connaissances, dans leurs techniques, et ne la font pas évoluer. Oui, c'est en 2022 que le noyau interne en son cœur a une densité différente. Mais il y a aussi une autre chose qui est très rigolote, je trouve, qui a été découverte à la même époque. Jules Verne, dans le milieu ésotérique, nous pensons qu'il est parfaitement bien connecté et que ses écrits, c'est comme s'ils étaient insufflé par ce cosmos intelligent, un peu comme le cosmos a insufflé les textes védiques au rishi. Eh bien, Jules Verne nous parle d'une terre en son centre, habitée, un lieu où il existerait une vie cachée, autour duquel il y aurait un océan. Eh bien, figurez-vous qu'à 500-700 km de profondeur, les scientifiques ont enfin découvert qu'il y a un réel océan qui serait encore plus grand que la totalité de l'océan et des mers qui est sur la croûte terrestre. Bon, petite pincette quand même, petit bémol, cet océan n'est pas liquide. En fait, c'est de l'eau qui est piégée dans de la roche, mais à des quantités astronomiques. Voilà, ne soyons sûrs de rien. Toujours être dans le doute sans non plus perdre confiance en soi. Donc, le champ électromagnétique, car c'est ça qui nous intéresse surtout en géobiologie, eh bien, créer plusieurs strates dans l'atmosphère et elle est l'origine de la totalité des réseaux telluriques que le géobiologue découvre avec son antenne, avec ses mains, avec son pendule. Le champ électromagnétique est protecteur de la Terre car l'ensemble des rayonnements ionisants corpusculaires qui arrivent sur Terre détruirait la vie s'il n'y avait pas ce champ électromagnétique qui est constitué d'une magnétogène, qui est constitué de la ceinture de Van Allen, il y a le plasma aussi, qui, soit dit en passant, serait une émanation de l'énergie vitale. Nous verrons ça dans une autre vidéo. Donc cette magnétogène, la magnétopause, les cornets qui attirent les corpuscules et qui créent les aurores boréales, tout ça crée un bouclier protecteur que vous voyez derrière moi, qui est en doré. Voilà. Tout ça permet la survie de tout être vivant sur Terre. Et elle a donc comme conséquence de créer un réseau ubiquitaire. Un réseau ubiquitaire, c'est-à-dire quadrillé sur la totalité de la Terre. Ce réseau ubiquitaire est l'origine donc de nos champs électromagnétiques que nous détectons comme le réseau lipnique, le réseau OR, le réseau Palm, le réseau Curie, enfin il y en a plein, Grand Diagonal ou réseau Bronze, le réseau Arc-en-Ciel, le Hartmann. Je ne pourrais même pas tous les dénombrer puisque chaque géobiologue découvre des phénomènes telluriques et certains sont d'accord, d'autres pas. Par exemple, le Grand Diagonal est un réseau électrique qui s'appelle le réseau Bronze chez certains géobiologues. Le réseau OR, par exemple, serait aussi le réseau sacré ou le réseau solaire ou le réseau Perret. On ne sait pas trop, finalement. En tout cas,
l'influence de l'environnement, c'est-à-dire tout ce réseau ubiquitaire, a une influence sur le vivant. Donc nous allons faire une pause et je vous retrouve dans une prochaine vidéo, car détecter la totalité de ces réseaux nécessite une préparation. À tout de suite.